Si j'avais pu deviner qu'un jour je deviendrais chancelier, jamais je n'aurais écrit Mein Kampf. Adolf Hitler. « 2000 ans d'histoire. C'est un des livres les plus lus et les plus vendus de l'histoire. 10 ans avant d'arriver au pouvoir, Hitler y annonçait tout ce qu'il y ferait. La violation des traités, l'élimination des Juifs, la guerre contre la France et la conquête d'un espace vital à l'Est. Tout était écrit dans Mein Kampf. Jamais dans un livre, un homme politique n'a ainsi dévoilé à l'avance ses intentions, au risque de faire peur à tous ceux dont il avait programmé l'élimination. Si bien qu'une fois devenu chancelier, Hitler avait vainement tenté d'empêcher la publication intégrale de son livre à l'étranger. Si j'avais pu deviner qu'un jour je deviendrais chancelier, disait-il, jamais je n'aurais écrit Mein Kampf. Et pourtant, personne n'a cru qu'une fois au pouvoir, il réaliserait tout ce qu'il avait promis de faire dans ce livre, écrit dans la prison où il avait été envoyé, après avoir tenté un coup de force contre la République de Weimar. Mais en 1924, Hitler n'avait pas encore trouvé le titre de ce qu'allait devenir la Bible du nazisme. J'écris mes mémoires. 4 ans et demi de lutte contre la bêtise, les mensonges et la lâcheté. Un titre qui frappe, non? Vous pourriez envisager de le raccourcir un peu. Vous voyez? Vous êtes très doué pour ce genre de choses. C'est pour ça que je veux que vous le publiez. Mais, Herr Hitler, ma famille ne publie que des livres d'art. Je n'accepte pas que vous m'abandonniez tout le temps. Vous allez rester et m'aider pour mon livre. Prenez une lettre, S. Au siège du parti. Par la présente, je renonce à la politique. Je n'ai plus rien à faire avec le parti. Je ne veux plus qu'écrire. Et c'est ce qu'Hitler allait donc faire en 1924 en prison, écrire un des livres les plus célèbres du XXe siècle, Mein Kampf, mon combat, dont mon invité d'aujourd'hui raconte l'histoire dans un livre publié chez Flammarion. Antoine Wittkin, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi s'intéresser à un livre plus de 50 ans, écrit plus de 50 ans avant votre naissance et dans un contexte tout à fait différent? Je dois dire que je m'y suis intéressé par des chemins de traverse, comme souvent, c'est souvent la manière dont les idées viennent. Et en l'occurrence, je travaillais sur l'islamisme, ce qui n'a peu à voir avec cette période-là. Et en rencontrant un islamiste radical, je lui posais la question de ses références intellectuelles, et plutôt que de me citer les protocoles des sièges de Sion, qui est un faux antisémite connu et qui est plutôt en cours chez les islamistes, il m'a parlé de Mein Kampf. Et puis par la suite, en essayant de trouver des analogies entre le projet islamiste et d'autres projets dans l'histoire qui auraient été annoncés et formalisés avant que les événements surviennent, je suis évidemment tombé sur Mein Kampf, et je me suis aperçu à ma grande surprise que ce livre, pourtant assez majeur dans l'histoire de la première partie du XXe siècle, avait été très peu étudié par les historiens. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, et ce que j'ai découvert m'a effectivement convaincu que c'était quelque chose qui méritait qu'on s'y intéresse de très près. Oui, parce que si on a beaucoup écrit sur le nazisme, on a peu écrit sur ce qui a été, disait-on, la Bible du nazisme, écrit donc, il faut le rappeler, dans un contexte bien particulier, il faut le rappeler. En 1923, Hitler tente un coup de force à Munich avec son petit parti, le Parti national-socialiste, et puis il y a des morts. Le Land de Bavière réagit, la police tire, il y a 16 morts, Hitler est envoyé en prison à Landsberg, et c'est là donc qu'il écrit ce livre intitulé... Initialement, en tout cas, c'est ce qu'il voulait faire. 4 années et demie de combat contre le mensonge, la sottise et la lâcheté. Bon, ça a été raccourci par son éditeur qui a préféré qu'on l'appelle Mein Kampf. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est une doctrine ou un programme politique, ce livre? Mais c'est d'abord un texte écrit au fil de la plume, et ça, c'était bien la manière de Hitler, qui était un orateur avant tout, pas un écrivain. Et donc, lorsqu'il est en prison, à la suite de ce putsch que vous avez mentionné, il s'ennuie et il faut passer les journées. C'est d'abord ça, Mein Kampf. Il a besoin d'extérioriser son besoin de parler,
de dire des discours. Et donc il écrit. Et au départ, c'est un texte d'auto-justification, puisque Hitler, en 1923, n'est plus rien. Son putsch a échoué, il est décrédibilisé aux yeux de son mouvement national-socialiste. Et puis, en Allemagne, il est un putschiste emprisonné. Donc, il faut se justifier. Donc, il écrit ce texte, qui est un mémoire en justification. Et puis, au fil du temps, le texte prend de l'importance et du volume. Et il a alors l'idée de le publier. Et finalement, en 1923-1924, c'est tout ce qui lui reste. Il n'est plus rien, il ne compte quasiment plus au sein du parti nazi. Et donc, en sortant de prison, il décide de publier pour continuer d'avoir une activité politique. Et en l'occurrence, elle passera, selon lui, par l'écriture. Un texte donc publié immédiatement après sa sortie de prison, car il avait été condamné à 5 ans de prison. En fait, il fera à peine 14 mois, puisqu'il sera relâché. Il était dans une prison d'ailleurs plutôt confortablement installée. Il était traité comme un prisonnier de marque, en compagnie d'ailleurs de quelqu'un de son parti, de son bras droit, de celui qui a été quelque temps, pendant longtemps même, son dauphin, qui était Rudolf Hess, avec lequel donc il avait Rudolf Hess, qui était un peu son secrétaire, en fait, qui était chargé de rédiger un texte qui était lu par Hitler. Oui, Hitler écrivait à la machine assez souvent. Parfois, effectivement, il dictait à Rudolf Hess ou à son chauffeur qui s'appelle Émile Maurice. Et puis, comme vous le dites, il avait des conditions plutôt confortables et donc la possibilité d'avoir accès à une superbe machine à écrire qui lui a été offerte par un supporter du mouvement national-socialiste. Et puis, pour l'anecdote qui est amusante, c'est la belle-fille de Wagner qui lui offre le papier, les ramettes de papier sur lesquelles il écrit Mein Kampf. Donc voilà, les conditions sont propices à l'écriture d'un livre, effectivement. Et d'un livre qui commence ainsi. Aujourd'hui, il me semble providentiel que le destin m'ait choisi Braunau comme lieu de naissance. Dans cette petite ville, né de sang bavarois, vivaient mes parents. Mon père était un fonctionnaire. Non. Mais était un consciencieux fonctionnaire. Ma mère se consacrait avant tout à ses enfants. Un jour, en me promenant dans les quartiers déshérités, j'ai soudain vu devant moi une apparition aux mèches noires et vêtue d'un cafetan noir. Est-ce un juif? A été ma première pensée. Et puis ma question s'est formulée différemment. Est-ce un Allemand? Alors ce sont quelques phrases tirées d'un téléfilm assez fidèle d'ailleurs au texte de Mein Kampf, une partie du texte. Le livre fait 700 pages dans sa version française, donc tout n'y est pas. Cela dit, oui, tout y est, car au fond, Mein Kampf contient tout ce qu'allait faire Hitler au pouvoir, également tous les sentiments que lui inspirent tous ses ennemis. Ils sont nombreux, à commencer par les Juifs. C'est une véritable obsession, dites-vous, Antoine Wittgen, qu'il exprime dans ce livre. Les Juifs, par exemple, sont cités plus souvent que les Allemands ou que l'Allemagne ou que les Français. Oui, effectivement, Mein Kampf, finalement, à l'aune des années 20, pendant lesquelles il est écrit, est un texte assez banal en réalité, puisqu'il retravaille les grandes idées de l'extrême droite allemande de l'époque, qui sont effectivement nombreuses, on y reviendra sans doute, mais il a une différence de nature avec les autres textes, c'est qu'il est effectivement beaucoup plus obsédé par les Juifs que tous les autres intellectuels ou semi-intellectuels de l'extrême droite de cette époque-là. Pour lui, c'est pas un détail, comme on l'a entendu dire il y a quelques années. Comme dirait l'autre, pour lui, c'est pas un détail, c'est même la matrice de son système idéologique. C'est pour ça aussi que l'on pouvait, en lisant Mein Kampf de près, savoir que le destin qu'il réservait aux Juifs était tout sauf anodin. C'est essentiel. Il le dit lui-même. L'extrait que vous avez cité est significatif, puisque Mein Kampf, c'est d'abord une autobiographie. Il mêle son propre destin avec le projet politique de l'Allemagne, et il raconte très bien dans Mein Kampf comment c'est par rapport à ce que lui estime être le problème juif, comment c'est face aux Juifs que Hitler devient Hitler et qu'il devient ce leader d'extrême droite qu'il est dans les années 20. Oui, vous dites que d'ailleurs Hitler a fait Mein Kampf comme Mein Kampf a fait Hitler. Pour Hitler, Mein Kampf est un livre très important. Non pas parce que, comme je le disais, d'un point de vue théorique, c'est un texte assez banal, toutes les idées de l'extrême droite y sont, mais parce que lorsqu'il écrit ce livre, il n'est plus rien, et notamment il n'est plus rien au sein de l'extrême droite, et ça lui permet, lorsqu'il sort de prison, face à un parti national-socialiste qui s'est divisé et qui rejette sa légitimité de Führer, puisqu'il a échoué en faisant son putsch, ça lui permet de se parer de l'étiquette de l'écrivain. Et ça, c'est essentiel, puisque dans cette mouvance qui grouille d'orateurs et d'agitateurs populistes, être un écrivain, évidemment, c'est un surcroît de popularité et de légitimité. Et donc, c'est comme ça
que Mein Kampf lui sert. Et par ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle c'est très important pour lui, c'est que c'est en écrivant Mein Kampf qu'il formalise toutes ses idées. Et notamment, l'une d'entre elles, c'est qu'il est le Führer que l'Allemagne attend. Et jusqu'à là, il estimait que c'était peut-être quelqu'un comme Ludendorff, qui était une star, entre guillemets, de la mouvance d'extrême droite, qui serait ce chef dont l'Allemagne avait besoin. Et c'est en écrivant Mein Kampf que, d'un point de vue théorique, il se convainc qu'il est le Führer. Et donc, une fois qu'il a écrit Mein Kampf, c'est pour lui personnellement et politiquement, une ressource très importante, puisque il se tiendra à Mein Kampf jusqu'à 1945, jusqu'à son suicide. Il mettra en œuvre le projet qu'il a décrit dans Mein Kampf initialement. Il décrit par exemple la volonté ou la nécessité pour l'Allemagne de conquérir un espace vital à l'Est, c'est-à-dire contre les Russes, autre ennemi juré de l'Allemagne selon Hitler. Il l'écrit dans Mein Kampf, c'est la France qui est citée plus souvent que n'importe quel autre pays étranger. Il faut qu'on se rende enfin clairement compte, dit-il, de ce fait, l'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Et la France, effectivement, qu'il voue aux gémonies et avec laquelle il envisage tout à fait la possibilité d'une guerre. Oui, absolument. Oui. La France est l'ennemi principal de l'Allemagne et de Hitler. Dans Mein Kampf, c'est très net et il suffit de le lire pour le comprendre. Alors, ce livre n'a pas un énorme succès au début. Il est tiré à 23 000 exemplaires jusqu'en 1930. Et puis, à partir de 30, la crise fait qu'on commence à s'intéresser à nouveau à cet homme et à ce parti politique qui prend de l'importance du fait de la crise. Et ce livre devient évidemment un best-seller après la prise du pouvoir par Hitler en 1933, quand le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, comparait le succès de Mein Kampf à un véritable miracle. C'est comme un miracle que cette œuvre écrite par un homme solitaire sur la petite table d'une cellule de prison soit devenue le livre le plus vendu de tous les temps. Mein Kampf restera le livre politique du peuple allemand. Alors le succès de Mein Kampf, il commence surtout en Allemagne, dans les années 30, 12 millions et demi d'exemplaires, dites-vous, en 1945. Tous les Allemands ont eu l'occasion de lire Mein Kampf ou bien sûr d'en entendre parler. Il est encouragé par la propagande de Goebbels que l'on vient d'entendre. On l'offre même aux jeunes mariés, parce que vous rappelez, Antoine Wittgen, que par exemple également les entreprises donnaient ça à leurs salariés. Les entreprises donnent Mein Kampf à leurs salariés méritants. Effectivement, comme vous l'avez dit, on l'offre aux jeunes mariés. Enfin, toutes les mairies sont obligées d'acheter Mein Kampf, puisqu'évidemment, Mein Kampf, c'est aussi de l'argent pour Hitler et pour le parti nazi, et ça n'est pas mince dans cette affaire-là. Quelle nuit de noces, parce que c'est un vrai pavé. C'est un pavé de 700 pages, indigeste, c'est une logorrhée, c'est très violent, mais c'est une logorrhée difficile à lire, ce qui d'ailleurs permet de penser que tout le monde, évidemment, ne l'a pas lu. Et puis, on en imprime également des résumés, des bandes dessinées destinées aux enfants. Donc, effectivement, la diffusion de Mein Kampf en Allemagne sous le Troisième Reich est considérable. Alors, effectivement, on en lit des extraits aux jeunesses hitlériennes. Et alors, les droits sont importants, évidemment. Hitler touche des droits là-dessus. Vous dites que c'est avec cela, sa maison d'édition aussi, bien sûr, touche beaucoup d'argent, mais vous dites, Antoine Wittgen, que c'était grâce à cela qu'il a acheté cette villa qu'il avait à Berchtesgaden. Oui, c'est grâce à ça qu'il a acheté cette villa. Et les nazis ont le sens des affaires. Berghof, ouais. Avant qu'il arrive au pouvoir, Mein Kampf, c'est peut-être avant tout, lorsque ça devient un livre grand public, après le succès initial au sein des adhérents, mais qui est limité à quelques, vous l'avez dit, milliers d'exemplaires, c'est l'occasion pour le parti nazi de gagner de l'argent, c'est très important. Et sous le Troisième Reich aussi, ça enrichit la maison d'édition du parti et Hitler lui-même, effectivement. Ouais. Et puis alors, ce succès devient mondial également à partir de 1933. On s'intéresse brusquement à cet homme totalement inconnu à l'étranger avant qu'il arrive au pouvoir en 1933. Et là, la maison d'édition vend les droits à plusieurs pays. Mais alors, il s'agit d'une version expurgée de tous les passages qui pouvaient être gênants pour les pays qui achetaient ces droits. Eh bien, c'est l'introduction de votre émission. Hitler a dit « Si j'avais su que je deviendrais chancelier, je n'aurais pas écrit ce livre ». Et il dit ça pour une raison assez évidente, c'est que dans Mein Kampf, il en dit beaucoup, et notamment sur ses objectifs politiques intérieure et de politique étrangère. Et évidemment, lorsqu'il est chancelier, et qu'en arrivant au pouvoir en 1933, sa politique étrangère et diplomatique consiste essentiellement à rassurer le monde sur ses intentions,
à dire au monde qu'il a des intentions purement pacifiques et que l'Allemagne n'entend récupérer que ce qui lui revient de droit, Mein Kampf est gênant. Et donc, la maison d'édition de Hitler vend les droits du livre à peu près 15 ou 16 pays dès les années 30, et chacune de ces versions sont expurgées des passages les plus gênants et les plus explicites. Alors il y a un pays où il n'est pas question du tout que ce livre soit édité, selon Hitler, parce qu'il le sera quand même, c'est la France. Évidemment, la France étant l'ennemi juré des Allemands, le premier adversaire des Allemands, disait Hitler, eh bien, il ne souhaitait pas que ce livre soit édité. Or, il y a un éditeur français qui s'appelle Fernand Sorlot, qui a malgré tout édité ce livre, quitte à braver cette interdiction, d'ailleurs qui lui vaudra un procès, mais alors pour des raisons très ambiguës. Sorlot disait que c'était pour des raisons patriotiques, pour faire connaître ce livre aux Français, pour qu'ils sachent quels étaient le danger, ce que représentait le danger qu'était Hitler. D'ailleurs, c'est illustré par la phrase mise en exergue par le maréchal Lyautey, un peu ambiguë elle aussi, qui disait en exergue « Tout Français doit lire ce livre ». Sorlot, un petit éditeur d'extrême droite, mussolinien, proche des ligues fascistes qui agitent la France à cette époque-là, est aussi très anti-allemand. Comme peuvent l'être aujourd'hui, on a évidemment du mal à se le représenter, mais comme peuvent l'être en France dans les années 30 d'authentiques fascistes qui sont par ailleurs anti-allemands, voire anti-nazis. Donc Sorlot, je pense assez sincèrement, entend publier Mein Kampf pour prévenir la France du danger nazi. Il le fait de sa propre initiative, mais aussi avec le soutien du ministère de la Guerre. L'état-major français a bien compris l'importance de Mein Kampf et a bien compris par ailleurs l'importance de l'opinion publique. C'est pour cela que Mein Kampf est publié par un éditeur, parce qu'après tout, on aurait pu penser que Mein Kampf resterait un objet d'étude pour les espions français, l'état-major, etc., les diplomates. L'importance de l'opinion publique. Et donc Sorlot publie ce livre, mais on peut également penser, et c'est ce que mon enquête me mène à estimer, qu'il le fait aussi pour faire un coup, il le fait aussi parce qu'il sait qu'il y a un intérêt très fort autour de Hitler et donc de Mein Kampf, et qu'il sait donc qu'il y a de l'argent à gagner en publiant Mein Kampf. Alors cela dit, Hitler fait un procès, il obtient le fait que le livre soit interdit, ce qui n'empêche pas de circuler sous le manteau. D'ailleurs, ça fait même vendre encore plus de bouquins, puisque Sorlot met en bandeau le livre interdit le livre qui est interdit aux Français, donc tout le monde se rue évidemment sur ce livre. D'ailleurs, dont la publication est défendue par la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la LICRA, qui dit mais il faut le lire pour qu'on voit ce qui menace effectivement non seulement les Juifs d'ailleurs, mais l'humanité. De Gaulle, pendant la guerre, suggère aussi qu'on lise ce livre pour savoir, disait-il, ce qu'est la réalité du nazisme. Et les Américains eux-mêmes, quand ils entrent en guerre et qui se servent du livre justement comme un instrument de propagande pour encourager les Noirs américains à s'engager dans l'armée. Les Allemands disent que Mein Kampf est la Bible nazie, l'évangile selon Hitler. Je ne vais pas tout vous lire, mais voici une ou deux choses qui vont vous intéresser. Je cite. Les journaux illustrés montrent parfois comment un nègre est devenu avocat, professeur, même pasteur. Il n'apparaît pas à l'Amérique dégénérée que c'est vraiment un péché contre la raison, une folie criminelle que d'amener quelqu'un qui est né demi-chimpanzé à croire qu'on a fait de lui un avocat. Fin de citation. Ce livre a été écrit il y a 20 ans. Le plan qui y fut préparé est devenu réalité. Oui, ça c'est en 1943. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi quand on vous lit Antoine Victine, c'est que les gens qui ont eu ce livre entre ses mains étaient partagés entre l'idée qu'au fond c'était un livre de propagande écrit avant l'arrivée au pouvoir et qu'une fois au pouvoir, Hitler ne réaliserait pas tous les objectifs qu'il se fixe dans ce livre. C'est tout. C'est l'incrédulité devant la réalité, justement, qui allait intervenir. C'est cela, et c'est aussi toute la question du totalitarisme, et en particulier du totalitarisme nazi face à la démocratie. C'est que, évidemment, pour les démocraties, pour les démocrates, ce phénomène nazi est très difficile à appréhender, puisqu'il est radicalement nouveau, il est exceptionnel. Et lorsque, en France, par exemple, la LICA, puisque vous avez mentionné le rôle très paradoxal de la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, qui s'allie à un éditeur d'extrême droite pour distribuer Mein Kampf, lorsque la LICA envoie Mein Kampf à des parlementaires très massivement, pour les Français, pour les prévenir des intentions de Hitler,
évidemment, les parlementaires réagissent comme des hommes politiques, habitués finalement à ce qu'est la logique démocratique occidentale classique, et ils estiment que Mein Kampf est très radical, évidemment, et très violent, mais que c'est un programme que l'on écrit avant d'arriver au pouvoir, et puis que lorsqu'on est au pouvoir, on s'assagit. Et au travers de cette réaction-là, je crois qu'il y a la totalité des réactions des leaders démocratiques face à Hitler, à l'exception de quelques-uns, comme Churchill par exemple, qui lui a lu Mein Kampf précocement et en a compris toute la charge. Il le fera. Ouais. Parce qu'ils sont rassurés aussi, ces parlementaires, par ce que disait Hitler avant la guerre. Dans une interview qu'il accorde, il disait, quand on lui disait « mais dites-moi, ce que vous écrivez, c'est terrible pour les Français », et Hitler répond « j'étais en prison quand j'ai écrit ce livre, les troupes françaises occupaient la Ruhr, c'était un moment de grande tension entre nos deux pays, nous étions ennemis, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison de conflit ». Donc il va les rassurer jusqu'à la guerre se déclenche, et puis à la fin de la guerre, eh bien, ce qui se passe, c'est que les Alliés interdisent Mein Kampf en Allemagne, en 1945, les droits passent entre les mains du Land de Bavière et il disparaît des bibliothèques et même des maisons allemandes où l'on est très gêné quand on évoque, vous avez fait cette enquête pour Arte en 2008, quand on évoque ce livre aujourd'hui. On est très gêné. Il n'aime pas qu'on en parle. Il y a même quelqu'un qui dit mais ma grand-mère ou ma mère l'enterrait dans le jardin après la guerre. On est très gêné parce que Mein Kampf est un symbole encore vivant finalement du nazisme et de Hitler, puisque c'est ça la caractéristique d'un livre, c'est que son auteur y survit un petit peu au travers ses mots. Et puis par ailleurs, on est très gêné parce que Mein Kampf, c'était le projet hitlérien écrit avant que les événements surviennent, et c'est 12 millions d'Allemands qui ont eu Mein Kampf entre les mains. Et même plus, 12 millions de livres. Voilà, bien sûr, 12 millions distribués, et puis sans doute plus qu'il a eu entre les mains. Ces Allemands qui ont eu Mein Kampf entre les mains, qu'ils l'aient lu ou pas, ont eu face à eux le projet hitlérien avant qu'il survienne. Donc évidemment, il est très difficile après-guerre de dire « nous ne savions pas ». Mein Kampf, c'est le symbole de ça, et c'est la raison pour laquelle, comme vous le dites, les Allemands sont jusqu'à aujourd'hui très gênés par ce livre. En tout cas, interdit donc chez eux, mais très vendu encore à l'étranger, où sa réédition provoque des polémiques, comme dans ce procès, il y a 20 ans, à la suite d'une plainte de la LICA, France Inter, Patrice Bertin, le 21 juin 1978. Procès d'une autre époque, mais peut-être d'une réalité brûlante. C'était cet après-midi au Palais de justice de Paris, la mise en accusation d'une réédition du livre d'Hitler, Mein Kampf, la Bible du nazisme. La Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, par la voix de Maître Badinter, s'est élevée contre la réédition de ce livre, à un moment, a-t-il dit, où le néofascisme fleurit à nouveau un peu partout en Europe. Il ne peut pas être question d'interdire la publication de Mein Kampf. Mein Kampf appartient à l'histoire, et à l'histoire la plus tragique. Mais ce qui est important, c'est que la lecture de Mein Kampf soit nécessairement précédée des éléments qui permettent, en particulier aux jeunes générations, d'apprécier les conséquences du livre. Et par conséquent, ce que nous demandons, c'est que l'ouvrage soit nécessairement précédé de documents historiques incontestables, par exemple certaines parties du jugement de Nuremberg, qui montrent que c'est à partir de l'inspiration de Mein Kampf qu'a été réalisé le génocide juif. Alors faut-il ou non rééditer Mein Kampf, et si oui, avec ou sans commentaire? Dans le documentaire que vous avez réalisé pour Radke, Antoine Wittkin, vous avez eu un point de vue très différent de la part d'un juif allemand qui considère, lui, qu'on peut très bien rééditer Mein Kampf sans commentaire. Nous sommes suffisamment mûrs pour ne pas avoir une édition commentée. Je prends un exemple. Quand Hitler dit dans Mein Kampf que les Juifs sont inférieurs et qu'on doit les éliminer, qu'est-ce que je dois dire? Quelle note de bas de page je dois mettre en dessous? Une note disant que c'est faux? On dit aux gens, c'est dangereux. Mais un citoyen mûr ne devrait pas avoir peur. Quand je lis le souvenir d'un assassinat, je n'ai pas peur de devenir un meurtrier. Alors, pas dangereux, disait justement Raphaël Seligman dans le documentaire que vous avez réalisé pour Arte l'an dernier. Et pourtant, quand même, ce livre est très lu dans beaucoup d'autres pays que l'Allemagne ou la France, ou les pays démocratiques, et par des gens pas aussi raisonnables que le dit Raphaël Seligman. Vous parlez du succès, par exemple, de Mein Kampf dans un certain nombre de pays arabes, comme en Égypte, comme par exemple, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays musulman, comme en Turquie. La Turquie, dites-vous, c'est le pays où Mein Kampf est roi. Et ce n'est pas pour des raisons qui sont honorables.
Mein Kampf s'est vendu à 80 000 exemplaires au cours de quelques mois d'été en 2005. Et depuis, il se vend environ à 30 000 exemplaires par an. Pour un pays comme la Turquie, c'est un succès de librairie considérable. Et je pense que cela s'explique par plusieurs raisons. Mein Kampf est peut-être avant tout aujourd'hui, dans la mesure où il n'est plus le texte politique qui décrivait entre les lignes l'avenir qu'il était dans les années 30, il est aujourd'hui avant tout un texte antisémite. Et l'antisémitisme aujourd'hui fait florès dans une certaine partie du monde, et notamment en Turquie, dans la population en tout cas. Et puis par ailleurs, je crois que la nature profonde de Mein Kampf, c'est d'être un manifeste ultranationaliste. Et ça parle aux Turcs, mais pas seulement. Mein Kampf est aussi un très grand succès en Inde. Oui, là j'étais très surpris, un énorme succès en Inde. Un très grand succès en Inde. Inde qui n'a pas de problème particulier avec les Juifs ou avec les Israéliens, ce qui revient souvent ou même dans la tête des Turcs. Mein Kampf se vend beaucoup au Gujarat, par exemple, qui est un État qui a connu des émeutes anti-musulmanes. Et l'État du Gujarat est un État ultranationaliste, dans lequel ses idées ultranationalistes sont très fortes. Et Mein Kampf, finalement, apporte des réponses aux questionnements ultranationalistes qui cherchent à savoir ce qu'est le peuple, ce en quoi réside la communauté collective. Et ça, c'est le projet de Hitler, c'est de définir un collectif, une communauté, un folk, comme il est dit lui-même, pur, racialement pur, uni derrière un même but et une même idée. Et cette idée-là, cette logique-là, elle est à l'œuvre aujourd'hui en Inde, par exemple, en tout cas au Gujarat, et puis ailleurs, et par exemple en Turquie. Encore actuel, encore dangereux, donc, ce livre. C'est un livre encore dangereux, peut-être moins aujourd'hui dans le monde occidental qui a cette culture et qui est capable de décrypter quelles sont les conséquences de Mein Kampf et les raisons pour lesquelles c'est un livre dangereux, parce que l'Occident a connu dans sa chair les conséquences du nazisme et plus largement de la problématique ultranationaliste, mais dans des endroits du monde un peu plus neufs, évidemment, c'est un livre extrêmement dangereux. Merci Antoine Wittkin. En tout cas, votre livre, lui, n'est pas dangereux. J'en recommande vivement la lecture. Mein Kampf, histoire d'un livre, publié donc chez Flammarion. À lire aussi l'encyclopédie Allemagne du Troisième Reich de Mathilde Eckart et Pierre Vallot, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire de notre invité, Mein Kampf, c'était écrit. Un film disponible en DVD chez Doc en stock, ainsi qu'un téléfilm canadien, Hitler, la naissance du mal, de Christian Duguay. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Elisabeth Collet et Vincent Godard. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gildery, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'Empire de Napoléon.